my three good companions, just my rifle, pony and me. Alors, dans l'histoire de la presse écrite française, c'est effectivement la plus ancienne revue de France, puisqu'elle a été fondée en 1934, Ouais. et jusqu'à il y a 2 ans à peu près, nous étions une revue papier, pour des raisons liées à la conjoncture, à la crise de la presse, à la crise de la critique de cinéma. On pourrait dire que les crises se superposent en une sorte de millefeuille affolant. Nous avons été contraints de cesser la parution de cette revue papier, et nous éditons maintenant sur une double périodicité, un mensuel et un hebdo en ligne, mensuel et hebdo, dont bien évidemment la parution est temporairement interrompue au vu du contexte que nous connaissons tous les deux. Voilà. Et puis par ailleurs, nous faisons paraître tous les ans une sorte de pavé, un classique de l'édition de cinéma qui s'appelle l'Annuel du cinéma, dans lequel nous compilons notamment tous les commentaires, tous les résumés, toutes les fiches techniques de l'intégralité des films distribués sur le territoire français au cours de l'année écoulée. Et donc voilà, on est en train de travailler là sur l'annuel 2021 qui reviendra donc sur toutes les sorties de 2020, qui seront, comme tu peux l'imaginer, beaucoup moins nombreuses que les sorties 2018, 2019, etc. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Et puis évidemment, nous avons aussi un site internet sur lequel nous intervenons sur tout un tas d'autres sujets. Il y a des éditos, il y a évidemment des articles consacrés à ce qui se passe sur les plateformes, des entretiens avec des cinéastes, des producteurs, des réalisateurs. Et puis cette initiative qui a été lancée il y a quelques mois et qui a donné lieu à cet ouvrage pour lequel tu me fais le plaisir et l'honneur de m'inviter. Ce que je te disais aussi en micro tout à l'heure, c'est que je pouvais d'autant mieux reconnaître que cette idée était excellente, que je ne l'avais pas eue. Elle vient de Nicolas Marcadet et Chloé Roland, et puis elle a répondu à simplement une forme de chômage technique, une impossibilité qui était celle de donner des nouvelles du cinéma, non plus comme il se faisait, mais cette fois comme il ne se faisait plus à nos lecteurs, à nos abonnés. On s'est retrouvé comme ça, privé de sortie, c'est le cas de le dire, hein, et on s'est dit qu'il fallait témoigner de ce qu'étaient les réalités, les sensibilités des métiers du cinéma dans toute leur diversité, comme tu le disais. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de contacter des réalisateurs ou des scénaristes. Hein. On est allé voir aussi comment ça se passait du côté des techniciens, du côté des critiques, du côté des distributeurs, hein, pour essayer de dresser une sorte de panorama des professions du cinéma. Et alors évidemment, c'était pour témoigner d'une situation de crise, d'une situation exceptionnelle. Hein. Mais moi, ce qui m'intéressait personnellement là-dedans, c'était aussi que ça permettait de dessiner en creux le portrait de ces professions-là. Ces professions-là, quand elles ne se font pas et quand on va chercher ces gens-là qui justement sont dans l'impossibilité d'exercer leur métier, leur passion, et ben ça permet justement de dire ce qu'est
leur profession. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement. Si. Voilà, le contexte a fait que, en allant voir ces gens-là et leur disant que vous est-il devenu impossible de faire, eh ben, ça nous a permis de dresser le portrait de ces métiers et de ces professions-là. Est-ce que ça a été simple de réunir tous ces éléments-là? Est-ce que vous sentiez que toutes ces personnes-là avaient très envie d'en parler, d'en découdre, que c'est quelque chose qui les... En gros, est-ce que vous avez obtenu beaucoup de réponses positives à votre demande de participer à... Parce qu'en fait, vous publiez... Alors, on parle du livre, mais il faut savoir qu'avant le livre, il y avait donc toutes ces réponses qui ont été publiées, je crois, tous les jours, quelque chose comme ça, sur le site des fiches. Il y avait un rythme quotidien ou quasi quotidien. Alors, il y avait des jours où on n'était pas en mesure de partager un témoignage, mais il y avait des jours où on en partageait 2 ou 3, au contraire. Oui, donc, il y avait un rythme qui était à peu près quotidien. Ouais. Et alors, pour répondre à ta question plus précisément, on a eu des réponses positives assez vite, je dois dire. Alors, on a fait la chasse au contact, bien évidemment. On a fait des petites listes en comité restreint en se disant, bah tiens, ce serait intéressant d'aller chercher tel profil, d'aller demander son avis à telle personne en particulier. On a recoupé tout ça. On a fait énormément de demandes, évidemment. Et je dois dire que les réponses ont été assez régulièrement positives, tout du moins au début, parce qu'on a senti que les gens avaient besoin de s'exprimer, ils avaient besoin de témoigner de cette expérience qu'ils traversaient. Ils sentaient bien que cette expérience, elle était exceptionnelle, hein, mais qu'elle avait quelque chose de partagé aussi, de commun, à toutes les professions du cinéma, mais aussi à la société plus généralement. On a senti une envie de témoigner de ça, oui, de témoigner d'une condition, de témoigner aussi d'une forme de circonspection, d'accablement pour certains, de peur. On est passé un petit peu par toutes les émotions en découvrant ces témoignages-là. Et puis, comme le disait... je pense que c'était pas une boutade, mais comme le disait Nicolas Marcadet, justement dans un texte qui accompagne la publication de ces témoignages, l'une des conditions de son expérience à lui pour qu'un entretien soit intéressant, c'est que la personne avec qui on s'entretient soit en dépression. Et l'autre condition, disait-il, j'espère ne pas me tromper en le citant, c'est que ça se fasse en dehors de tout contexte promotionnel. Quand les gens ont quelque chose à vendre, quand ils sont dans une sorte de répétition de la parole, quand ils rencontrent 10 personnes par jour, bon, voilà, tout de suite c'est beaucoup moins intéressant, c'est mécanique, c'est un petit peu intéressé. C'est pas un reproche, hein, c'est tout à fait normal, c'est le jeu de la promotion. Mais voilà, on s'est retrouvé face à des gens qui avaient envie, voire besoin de parler, et qui avaient des choses passionnantes à nous dire, et qui se retrouvaient hors de tout contexte promotionnel. Donc oui, on a eu des réponses assez nombreuses. Il y a évidemment bien des gens qui n'ont pas souhaité répondre. Oui, c'est normal. Mais d'ailleurs, toi, quelle est la, tu peux ne pas la nommer en même temps, hein, mais quelle est la personne, de par ses propos, qui t'a le plus touché, qui t'a le plus ému? Parce qu'il y avait certains, pardon, moi je te coupe la parole, parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait certains textes qui étaient assez beaux, assez émouvants aussi, parce que voilà, il y en a qui vraiment utilisaient le jeu, c'est-à-dire qu'ils incluaient dans leur sphère la famille, leurs enfants, comment ils questionnent, tout ça. Il y avait des moments assez émouvants, je trouve, des moments très drôles aussi, bien évidemment. Et toi, quelle était là où les personnes qui... Ce qui est bien, c'est qu'on leur laissait cette liberté-là, justement, de s'emparer de ces quelques questions qu'on leur posait, de la façon qu'il leur plaisait. Enfin, voilà, de les investir plus ou moins personnellement, plus ou moins professionnellement, d'en dire ou d'en montrer plus ou moins concernant leur vie de famille, leurs amitiés, leur contexte professionnel, économique. Moi, je dirais... Mais alors, je vais être très injuste en disant ça, et sans doute, une fois que l'émission sera terminée, je vais regretter mes réponses, mais il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. C'est la réponse très belle et très simple que m'a envoyée Alain Guiraudy, où il nous faisait part, évidemment, de ses difficultés. Il était en tournage au moment où le confinement est arrivé, il nous faisait part de ses inquiétudes, bien évidemment, mais il se posait une question très simple qui a touché un certain nombre de nos lecteurs. Il se demandait... puisqu'il se retrouvait dans un endroit où il y avait des fougères, enfin bon, sans nommer l'endroit précisément, il se demandait simplement si chaque année
c'était au printemps de nouvelles fougères qui fleurissaient, ou si c'était les anciennes qui ressortaient à la faveur de la saison nouvelle. Alors il avait une façon beaucoup plus jolie, beaucoup plus poétique et beaucoup plus simple encore de dire, mais ça m'avait beaucoup touché. Et puis il y a une scénariste qui s'appelle Laurette Polmans, qui a dit un truc qu'on a fini par mettre vraiment en aparté, en pleine page, parce que j'aimais beaucoup cette citation-là. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle dit à un moment donné dans son témoignage, qui par ailleurs est très beau, elle dit demain on me disait le confinement est fini, tu as le droit de sortir et d'aller manger une bavette au restaurant avec tes amis, mais en contrepartie, l'intégralité de la filmographie de Hitchcock disparaît à jamais. Je prends la bavette et le restaurant. Et elle précisait bien évidemment qu'elle adorait Hitchcock et voilà, que c'était un de ses cinéastes préférés. Mais ça me parlait énormément en fait. Je trouvais que le fait de ramener la chose, la situation de crise qu'on était en train de traverser à une bavette et à une réunion entre amis au restaurant, je trouvais que c'était assez touchant et que ça en disait assez long sur ce qu'on était en train de traverser. Si François Truffaut avait été encore vivant de nos jours, tu penses que sa fameuse phrase « Le cinéma est plus important que la vie », est-ce qu'elle aurait encore du sens aujourd'hui, cette phrase, en 2020 ? Je sais pas si elle aura encore... Enfin, moi, de toute façon, je dois dire que je vais sans doute passer pour un traître à la cause qui est censée être la mienne, mais c'est une phrase avec laquelle j'ai jamais été en accord, je veux dire, fondamentalement, voilà. Je comprends qu'il ait pu la dire et voilà ce que ça signifiait pour lui et voilà. Je comprends aussi tout ce qu'une formule peut avoir d'incantatoire, enfin voilà. Bon, mais je sais pas très bien. Je pense pas que le cinéma ait moins d'importance qu'avant, qu'il y ait une dégradation de la chose artistique, de l'objet culturel, de la création. Et ce dont je me rends compte en revanche, mais ça remonte au premier confinement et c'est une expérience que je crois avoir partagée, ou un sentiment que je crois avoir partagé avec un certain nombre de gens, c'est que la fiction m'était devenue quasiment insupportable. Il m'était devenu impossible de lire de la fiction romanesque et d'une certaine mesure et d'une certaine façon, pardon, de voir des films. Il y avait quelque chose là-dedans qui me faisait violence, qui m'était devenu presque insupportable. En plus que de travailler pour les fiches du cinéma, tu as cofondé un site internet, donc une revue de cinéma en ligne qui s'appelle Cinématrack. Peux-tu me rappeler la date de création? Je ne vais pas dire de bêtises, 2012, 2011, 2012? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises non plus. Il me semble que c'était à l'été 2012 que ça a commencé à se dessiner. Voilà. Vraiment sérieusement. Mais c'est une revue, je me dois de le préciser aussi, que j'ai quittée il y a quelques années déjà. J'en ai été le rédacteur en chef pendant quelques années. Et c'est une revue que j'ai quittée il y a quelques années sans aucune animosité par ailleurs. Ce sont toujours des amis qui notamment s'occupent de Cinématrack, notamment Gaël Martin et Jean-Baptiste Morel que tu connais bien par ailleurs. Et voilà, c'est simplement que il m'était devenu impossible en termes de calendrier, de tenir le rythme et d'être un peu partout en même temps. Alors, pourquoi je te parle de Cinématrack? Pourquoi nous parlons de Cinématrack? Parce que donc, fonder une revue de cinéma en ligne, c'est pas anodin, il y a quelque chose. Il y a comment parler de cinéma sur Internet. Parce que à l'époque, on s'en souvient peut-être pas forcément, mais c'était pas si évident que ça de faire accepter aux uns et aux autres qu'on pouvait aussi parler de cinéma sur Internet et qu'il y avait une légitimité d'être critique de cinéma sur Internet. Question d'ailleurs qui revient aujourd'hui concernant les youtubeurs. Donc moi, la question que je te pose est très simple. Est-ce que pour toi, c'était fondamental de poser cette question? Qu'est-ce que la critique sur Internet en créant cette rue? Est-ce qu'il y avait une nécessité, une urgence de le faire? Une nécessité, une urgence, je ne sais pas très bien. C'est vrai que c'est déjà un peu loin pour moi, pas la revue en elle-même, mais ce qui a présidé à sa création. Il y avait une énergie, un enthousiasme. On était quatre cofondateurs. C'est parti de conversation au lendemain du Festival de Cannes, si je ne m'abuse. Et on s'est dit qu'ensemble, on serait capable peut-être de porter un projet qui serait
à la fois très sérieux dans l'analyse, dans l'écriture. Pour moi, la critique de cinéma, c'est une variété, c'est une forme de littérature. Hein. C'est une littérature qui s'adosse à l'objet film, au cinéma, ou qui prend pour objet le cinéma. Mais c'est une forme d'écriture. Une vraie bonne critique, c'est de la littérature pour moi. Bon, c'est rare, hein, ça ne se trouve pas si souvent, mais c'est à cette ambition-là que devrait s'attacher la critique de cinéma. Et on se disait qu'on pouvait faire quelque chose qui concilierait cette ambition littéraire, hein, cette vocation analytique, hein, avec des outils de l'ordre du contemporain, avec des choses un petit peu plus légères, pas bâclées, mais des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus humoristiques. On a essayé, voilà, pendant un certain temps, d'avancer un peu sur ces deux pieds-là, quoi, d'être à la fois dans l'exigence critique, dans l'exigence de l'écriture, et puis dans des formats et des modalités un peu plus légères ou un peu plus contemporaines. Je pense que c'est ce qui a présidé à la création de la revue. Et quelle est la conclusion de tout cela, de toutes ces années que tu as passées à questionner le cinéma à travers Internet et sur Internet à travers des textes? Quelles seraient pour toi les conclusions que tu as eues, que tu as tirées, pardon? Les conclusions, tu veux dire les conclusions d'ordre général ou celles d'ordre général plutôt. Est-ce que c'était effectivement une bonne idée de le faire? Est-ce qu'il fallait le faire? Qu'est-ce que c'est questionner? Qu'est-ce que c'est que critique de cinéma sur Internet? Est-ce que toutes ces questions-là, pour toi, elles étaient tellement importantes qu'il fallait créer ce site? Et quelles sont les conclusions que tu tires aujourd'hui, maintenant, avec le recul? Je pense toujours que c'était une bonne idée, qu'il est nécessaire de s'emparer de ces outils-là, qu'il est nécessaire d'être sur Internet. De toute façon, on n'a plus vraiment le choix. Il faut. Enfin, tu parlais tout à l'heure des youtubeurs, on en a parlé un petit peu en antenne. Je pense qu'il y a, pour être un petit peu polémique, il y a des gens à qui il ne faut pas laisser ces outils-là. Il ne faut pas les laisser tirer la couverture à eux et prendre toute la place. Donc je pense que oui, c'est essentiel. J'en ai tiré un bilan contrasté. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Je suis très heureux du travail que j'ai pu faire très modestement et avec des dizaines d'autres personnes sur ce site. Et je suis très content de voir que grâce à certains de ces gens-là, justement, ça continue encore aujourd'hui. Mais c'est aussi peut-être un peu contrasté parce que je sais qu'on a... Il y a des articles qui ont été publiés sur le site et qui ont dû faire peut-être 40 ou 50 vues, quoi, et qui pour moi étaient parmi les plus beaux, parmi les plus inspirés. Ce qui revient pas du tout à dédaigner les articles qui ont fait énormément de vues, hein, et qui pour certains étaient tout aussi brillants. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un large public, un tant soit peu large, dirais-je, sur Internet, mais c'est vrai aussi dans la presse écrite. Je pense que la critique de cinéma, c'est devenu une niche. Je pense qu'il va falloir qu'on se redéploie selon ce constat que j'ai pu faire depuis quelques années. La critique de cinéma, c'est une niche. C'est quelque chose qui intéresse très peu de monde. Enfin, la critique telle qu'on la conçoit, sans doute, toi et moi, quoi. Je continue de lire de la critique de cinéma. J'ai été, comme un certain nombre de mes collègues et comme un certain nombre de lecteurs, de critiques et de cinéphiles plus largement, très inquiets concernant la situation des cahiers du cinéma en début d'année. En plus, c'est tombé à peu près le confinement. J'ai eu très peur de ce que ça allait donner. Bon, il semble que pour l'instant, ça tienne. Je veux dire, je trouve que le boulot fait par l'ancienne équipe rédactionnelle était formidable depuis des années. Et je trouve que le travail, pour le peu que j'ai pu en lire pour l'instant de la nouvelle rédaction, était patent aussi. Donc je continue à lire, par exemple, les cahiers du cinéma. Je continue à lire un certain nombre de choses sur Internet aussi, d'autres revues. Donc pour moi, ça a toujours un sens, c'est toujours légitime, c'est toujours opérant, la critique de cinéma. Mais encore une fois, c'est devenu sans doute une pratique et un intérêt de niche. Voilà. Je pense qu'on a vu le bout depuis quelques années, tout à la fois d'un certain modèle économique. La presse écrite, c'est pas une nouveauté, elle est en crise. Donc pour l'instant, il n'y a pas de modèle économique qui lui permette de vivre comme elle vivait, du moins dans les conditions d'il y a 10 ou 15 ans. Donc il y a tout à la fois ça, et puis une forme de crise d'un certain nombre de professions intellectuelles, d'un certain nombre de professions liées à l'écrit, à la pensée, à sa construction, à son partage, à son écriture surtout.
je pense que voilà, on peut pas faire l'économie de ce constat-là. Voilà. Ce sont des choses qui, pour X raisons, intéressent de moins en moins les gens, ou intéressent toujours heureusement une niche de passionnés, mais je suis pas persuadé que dans l'immédiat ça aille au-delà. Et je suis pas persuadé qu'on puisse dans l'immédiat y faire quelque chose. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.